je m'appelle Julien Hoffner, j'ai 26 ans. Donc je joue à l'Union Saint-Bruno depuis cette saison 2025-2026. Moi j'ai commencé le water polo à 8 ans, donc ça fait déjà pas mal de temps que j'en fais. Je viens d'un petit club, donc j'ai gravi un peu tous les échelons, 4e, 3e, 2e division et maintenant en première division. Je m'appelle Lou Jean-Michel, c'est ma deuxième saison à l'Union Saint-Bruno. Avant ça, j'ai joué à Mulhouse pendant 3 saisons. J'ai fait une saison au Centre national de formation, donc à l'INSEP. Et sinon, je suis originaire de Lille, donc c'est là où j'ai commencé le water polo quand j'avais à peu près 14 ans. Et t'as quel âge, Lou? J'ai 22 ans. On ne demande pas aux fans Ils leur ont, âge ils, en fait. ils ont un peu oublié de dire que ce sont deux pensionnaires de l'équipe de France aussi. Aussi, Ah ouais, Bah, je dirais après. ancien. ça, on ne le dit pas. Moi, je suis donc Nestor Linchenot, le capitaine de l'équipe de l'Union Saint-Bruno masculine. Moi, je suis un enfant du club. J'ai appris le water polo, je joue ici. Fils d'une famille historique de l'Union Saint-Bruno. Et je suis passé. Donc, j'ai fait comme Julien, j'ai gravi tous les échelons avec Saint-Bruno, de la plus mauvaise division jusqu'à la meilleure. Et je suis passé quand même 3 ans par Douai, qui était un peu un meilleur niveau, pour revenir à Saint-Bruno. À ce moment-là, on a réussi à passer le pas de la deuxième vers la première division. Et voilà, maintenant ça fait 5-6 ans que je suis de retour à Saint-Bruno et on essaye de confirmer notre venue en élite et de pérenniser le club dans la plus haute division française. J'ai jamais eu la chance d'aller en équipe de France comme mes deux collègues. Et, c'est un peu tard peut-être Oui, maintenant. oui, C'est des moi le cartes plus vieux postales. du coup, 28 ans. Moi ouais, donc c'est ma famille, mon père était joueur de water polo, mes deux oncles aussi. C'est eux qui ont un peu construit la section natation water polo à Saint-Bruno. Et donc voilà, moi j'ai commencé, mon père a fait des équipes de France, j'étais dans le bain tout petit avec mes deux frères. Je suis le seul qui est resté le plus longtemps à continuer de jouer. Eux, ils ont arrêté, mais ouais, voilà, de famille. Moi, c'est un peu particulier comment j'ai commencé le water polo parce qu'initialement, je faisais de la natation et de la natation synchronisée. J'étais en sport-études natation au collège et j'en avais un peu marre de rester dans ma ligne, tête dans l'eau. Donc j'ai voulu trouver un autre sport. On m'a proposé le water polo. Et à Lille, c'est la meilleure équipe en France depuis plus de 10 ans. Donc j'ai bénéficié de cette formation à Lille et ça m'a permis d'accéder au haut niveau. Et moi, c'est mon père, il aimait beaucoup les sports aquatiques. Donc avec ma sœur, dès le plus jeune âge, bah, il nous a jetés à l'eau, que ce soit dans la baignoire Dans ou un dans la lac. piscine ou dans l'océan, dans un lac. Mais il restait à côté de nous, quand même, il était gentil. Et en fait, il connaissait le directeur des piscines à Mulhouse et son fils faisait du water polo. Donc de fil en aiguille, il m'a dit un jour d'aller tester. Et franchement, j'ai super bien accroché, surtout sur l'aspect collectif, de jouer avec ses copains. Donc, bah ça m'a emmené jusqu'à aujourd'hui, mais c'était un peu par tout hasard, parce que personne dans ma famille n'en a jamais fait. Donc c'était assez cool de découvrir ce sport. Mais en fait, Saint-Bruno, déjà, bon, c'est un club créé en 1907 par l'association de deux entités qui étaient. Je vais même pas être très explicite parce que même je me souviens plus trop. Il y avait les Jeunes de Saint-Augustin et l'association Saint-Bruno. Donc au départ, c'est un patronage. Mais ce qu'il faut savoir, surtout le plus important, c'est que c'est un club omnisport, omniculturel, multiculturel. C'est une association avec 8000 adhérents. Donc, même Julien a peut-être mieux les chiffres que moi parce qu'il travaille un peu avec la communication de Saint-Bruno. Je crois qu'on est à 9000 adhérents et 7000 cotisants. Voilà. Donc, c'est un truc énorme, donc avec énormément de sport. Et dans l'association, il y a deux pôles de haut niveau. Il y a le water polo et le badminton. Donc, c'est deux sports. Et donc, nous, on fait partie de la section natation, où il y a de la natation, de la synchro et du water polo. Enfin, de la natation artistique maintenant, comme on appelle ça, plus de la natation synchronisée. Et donc voilà, on fait partie de ce club. Donc le club de l'Union Saint-Bruno, au niveau du water polo, parce que c'est un peu ça l'enjeu dont on parle d'aujourd'hui. C'est un club qui a pendant longtemps, on va dire dans les années 80-70, c'était un club de deuxième, troisième division. Et avec la génération de mon père en fait, et de mes oncles et de Michel Mété qui est le président actuellement.
Et ça a stagné à ce niveau-là pendant quelques années, jusqu'au début des années 2000. Au début des années 2000, il y a un homme qui est arrivé qui s'appelle Patrice Pecker, qui est arrivé lui du Nord, donc qui a été formé à Douai, puis qui a joué à Tourcoing, qui est ah, dans le water polo français, il y a deux grands clubs historiques, il y a Tourcoing et Marseille. Donc Tourcoing, ils ont 40 titres de champion de France, ou 37 ou 38, entre 1910 et 1960. Et Marseille, depuis, ils en ont 40. Eux, ils ont passé Marseille. Marseille a dépassé Tourcoing les dernières années. Donc Patrice fait partie de ces gens qui ont été à Tourcoing, qui n'a jamais été champion de France, mais toujours top 3 européen. Et il a amené une culture de sport de haut niveau à Saint-Bruno, donc depuis le plus petit niveau. Et il a franchi les étapes et a commencé à construire un club avec les gens qui étaient déjà là en place, Anas Chadli, Michel Mété, Pierre-Marie Machemot. Et donc pour nous permettre depuis cette année, même si on avait fait déjà une pige il y a 5 ans, d'accéder au plus haut niveau français avec des jeunes issus de la formation. Mais on n'a pas non plus une formation extraordinaire à Saint-Bruno avec des gens qui sont venus nous aider. Donc Julien qui arrive, qui est un baroudeur du championnat de France, un gardien qui évolue en équipe de France, avec des jeunes joueurs qui arrivent de droite à gauche, des étrangers. Et donc on arrive à construire une équipe et on a réussi à monter au plus haut niveau, même si on n'est pas au plus haut niveau du plus haut niveau, parce qu'on se situe plutôt dans le bas du championnat. Mais on a réussi à construire ça au niveau de l'Union Saint-Bruno. Et on va essayer maintenant dans le futur de pérenniser ce niveau-là comme on peut. Avec, Mm. Et ce qui est intéressant aussi dans l'histoire, c'est que c'est un club qui n'a pas fait que les garçons, c'est que depuis toujours, donc les années 70, 80, etc., il y a toujours eu les filles qui ont, elles, évolué en première division depuis la création du championnat. Je ne connais pas la date, mais c'est vrai que tu fais bien de le dire, Julien. J'ai oublié un élément très important qui sont les filles à Saint-Bruno, parce qu'il n'y a que deux clubs en France qui ont les filles et les garçons en élite, c'est Bordeaux et Nice. Alors, c'est tout récent. Et Taverny, Taverny. pardon. Pardon, putain, j'ai oublié Taverny. Il y en aura Faudra bientôt couper au d'autres. montage. Et non, et c'est très important parce que en fait, comme il dit Julien, Saint-Bruno, ça fait ça depuis 1975 avec Jean-Luc Doucereux qui est l'entraîneur historique de l'Union Saint-Bruno, qui a toujours été dans le top 3 féminin depuis maintenant 40 ans quoi. Donc parfois ils ont été top 4, ça leur est arrivé, mais c'est assez rare. Habituellement, c'est quand même top 3. Et on a des grandes joueuses comme Lou Jean-Michel qui sont arrivées pour renforcer cet effectif. Mais il y a pour le coup, autant la formation au côté garçon, ça n'a pas été le top, autant chez les filles, on a toujours eu une bonne formation. Beaucoup de joueuses qui sont sorties de l'équipe de France, qui sont sorties de Saint-Bruno pour aller en équipe de France, et des joueuses qui ont été des grandes leaders de l'équipe de France. Donc, ouais, c'est pas un pan à négliger de ce bilan Saint-Bruno. Bon, moi, je suis peut-être le contre-exemple parce que j'ai commencé très tard, j'ai commencé à 14 ans, mais l'essentiel, c'est d'avoir des bases dans le milieu aquatique. Ce qui m'a permis, je pense, d'évoluer assez rapidement, c'est que j'avais les bases de la natation artistique, j'étais très à l'aise avec mes appuis dans l'eau et j'avais la vitesse de la natation. Donc, j'ai envie de dire qu'on peut commencer à n'importe quel âge. Après, ce qui est important, c'est vraiment de maîtriser la natation. Il y a beaucoup de clubs qui ont cette base d'école de natation. Et de l'école de natation, ça constitue un vivier pour après aller jouer à water polo et s'amuser avec la balle. Donc ça dépend du niveau de natation, je pense. C'est vrai que généralement dans les clubs, au départ, tout le monde vient un peu de l'école de natation, enfin du club ou d'autres entités dans la ville d'où tu viens. Mais au bout d'un moment, tu fais des initiations, ils te proposent le water polo, ou la natation artistique ou juste la natation. Mais juste, c'est vrai d'ajouter un ballon vers 7-8 ans, il y a pas mal de jeunes qui décident de se tourner vers le water polo plutôt que la natation parce que c'est un peu plus ludique. Enfin, moi je l'ai choisi pour ça parce que je trouve ça un peu plus ludique, mais c'est vrai que dès 7-8 ans, si on a des bases en natation, on peut très vite commencer le water polo. Dans les catégories jeunes, ça commence à U9. Il y a des tournois l'été en U9, U11, donc ce qui est assez jeune. Et après, dans un niveau national, c'est U12, U14, U16, U18. Mais c'est vrai que dès 9 ans, ils ont la chance de faire des tournois internationaux l'été organisés, que ce soit en Italie ou en France, à Mulhouse par exemple, où ça permet de regrouper des jeunes qui ont commencé assez tôt et ça leur montre un peu ce que ça peut être de jouer, de faire des tournois
pour leur donner de la motivation de continuer. Ouais, c'est U12, je suis pas sûr qu'il y ait un championnat national, Si, il y mais en a un. Après, ça s'organise en poule. ouais. En poule quand même au départ. Et après, il y a des finales nationales. Donc, ouais. Bah, après, nous, par exemple, à Bordeaux, je prends l'exemple typique de Bordeaux, tu t'inscris en U12, l'équipe la plus proche, c'est La Rochelle. Oui. Voilà, donc on joue pas partout en France, mais c'est pas comme le handball, le basket, le foot, où au départ tu joues dans ta ville, après quand tu es un peu meilleur, tu joues dans ton département, après dans ta région. Nous, dès le départ, Mm. tu fais 2 heures ou enfin 1 heure et demie, 2 heures de déplacement, parce que Bordeaux a une spécificité géographique, mais Ouais. en général, dès le départ, dès que tu commences à être un peu bon, tu commences déjà à voyager loin parce qu'il n'y a pas du water polo partout. Oui, c'est ça, un petit déplacement, bah, ça reste entre 1 heure et demie. C'est vrai que moi qui viens de Mulhouse, en Alsace, on avait 3 clubs, donc Mulhouse, Colmar, Strasbourg. Mais du coup, le plus petit déplacement, c'est Colmar et c'est quand même à une demi-heure de route. C'est vrai que dans d'autres sports, c'est pas le village d'à côté avec qui tu vas jouer le dimanche. Donc ça devient déjà, dès le plus jeune âge, pas mal de logistique au niveau du club. Parce qu'il faut se déplacer. Après, souvent, chez les jeunes, il y a les parents qui aident des jeunes. Donc c'est ce qui est assez intéressant et ça crée de la vie. Et donc, pour répondre à ta question, tu vas quand même très vite jouer partout en France. Dès que tu commences à être bah, dans les meilleures équipes nationales, parce que tu y es quand même assez vite, si ta formation elle est correcte, il n'y a pas 40 clubs en France, donc dès que tu vas en phase finale de U12, de U14, tu vas vite jouer à Marseille, à Paris, à Lille, qui sont les trois, ou à Strasbourg, qui sont quand même les 4 grands pôles de waterpolo en France. C'est la grande question. Les goûter. Bah justement, il faut réussir à trouver des arguments bah, déjà, c'est plus facile d'arriver au haut niveau. Donc il y a aussi ce truc-là si tu viens jouer au water polo, bah, peut-être que demain tu vas faire une finale de Coupe de France. Ce qui est peut-être pas le cas si tu fais du foot, du rugby, surtout dans la région. Et après, le levier, c'est comme dans tous les sports, le dépassement de soi, la camaraderie, la vie entre amis, tout ça. Donc les leviers, c'est les mêmes que dans tous les sports collectifs. C'est juste que faut savoir nager, et après, il faut les faire venir. Tu vas, comme disait Julien tout à l'heure, tu vas dans les écoles de natation, tu regardes, lui, il a pas l'air de trop aimer la natation, il s'accroche à la ligne, dès qu'il voit un truc, viens, nous, on aura des choses à te proposer avec un ballon, et c'est comme ça que tu les fais venir, et après, il faut leur faire miroiter qu'ils peuvent devenir les meilleurs du monde, et comme ça, ils s'accrochent. Non, mais moi, ce que j'aime bien, c'est que souvent, l'équipe senior, c'est un peu la vitrine pour les jeunes. J'ai envie de dire, peu importe le niveau de l'équipe première, ce n'est pas forcément vrai, mais plus l'équipe première a un meilleur niveau, plus ça va donner aussi envie aux jeunes de s'entraîner pour arriver à ce niveau-là. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé dans mes clubs précédents. C'est vrai que j'ai pas mal bougé, donc j'ai côtoyé pas mal de clubs et de façons de voir les choses différentes. Mais ce qui arrive un peu partout, c'est que les jeunes qui viennent voir les matchs le week-end de l'équipe première, bah, ça leur donne aussi envie de s'entraîner et de se dire qu'on peut jouer à un bon niveau euh, et qu'il n'y a pas non plus des milliers de concurrents. Quoi. Y a pas, je connais pas le nombre de licenciés en France, mais c'est bien moindre que les sports collectifs de base qui sont champions olympiques comme le hand, volley, foot, basket, etc. Mais c'est ce qui est beau aussi, c'est qu'on crée des liens assez intéressants rapidement parce qu'on n'est pas beaucoup et on connaît un peu tout le monde en France aussi par les déplacements, les regroupements nationaux. Et c'est vrai que, enfin moi, ce qui m'a beaucoup motivé dans ma jeunesse et encore aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir accéder à l'équipe de France. Et je pense que c'est quelque chose, si on s'en donne les moyens, qui peut être accessible. Et c'est quand même une fierté personnelle et des belles expériences collectives et individuelles de participer à des regroupements, des stages, des sélections, des tournois. Et je pense que c'est pas à négliger. Bah, c'est sûr que le water polo, je pense, ça n'a pas forcément la cote parce que ça n'a pas cette réputation, j'aime pas ce terme, mais de sport féminin. Pour autant, à Saint-Bruno, moi j'étais agréablement surpris. Il y a beaucoup de jeunes, des jeunes qui ont envie, des jeunes qui ont un bon niveau, un bon potentiel. Après, ce qui va donner envie, justement, peut-être que à notre âge, les déplacements, ça peut être plus une contrainte quand on a un métier, etc. à côté, que le dimanche on rentre tard, que le lundi il faut être au travail. Quand on est jeune, on a moins cette contrainte, on est contente de partir un week-end en tournoi avec ses copines. Donc, je pense que ça fonctionne. Il y a beaucoup moins de filles en France.
ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup moins d'équipes, donc les déplacements sont encore plus loin. Moi, j'ai commencé à Lille, les déplacements, on allait à Nice, à Bordeaux, à Nancy, donc c'était vraiment pas à côté. Mais en tout cas, il y a des filles et de plus en plus, et je pense que ça fonctionne et c'est hyper positif. Bah, c'est compliqué à dire parce que t'as les chiffres toi, Julien? Ouais. Non, en fait, Dans la section sport aquatique, il y a à peu près 800 licenciés. Donc ça, c'est le nombre global entre l'école, enfin, l'école de les natation, écoles de natation, l'aquagym, water polo, natation artistique. Et après, dans les pratiquants de water polo, il y a à peu près 200 personnes, mais ça va de tout âge parce qu'il y a une équipe loisir aussi qui s'entraîne les vendredis soirs. Donc il y a les filles en jeunes, les garçons en jeunes sur toutes les catégories pour les deux. T'as l'équipe première féminine qui est en première division, l'équipe première masculine qui est aussi en première division, l'équipe loisir. Il y a une équipe réserve aussi qui joue en quatrième division. Donc tout ce panel d'équipes fait qu'il y a à peu près 200 jeunes, moins jeunes qui jouent water polo à Saint-Bruno. C'est toujours un peu compliqué de. Alors, nous, on le sait, enfin, Julien, du coup, il le sait parce qu'on fait les comptes, mais c'est toujours un peu compliqué de faire les comptes sur les licenciés spécifiquement au water polo, parce qu'en fait, on est on est dans la Fédération française de natation, où il y a 5 disciplines. Donc, en fait, il n'y a pas de licence particulière au water polo. Et voilà, il y a natation, natation libre, natation artistique, plongeon et water polo. Donc, en fait, c'est pour ça que dès qu'on parle de licence, à l'échelle nationale, c'est quasiment impossible de le dire. Il faudrait faire un décompte particulier des clubs. Après nous, voilà, Julien, il est dans le truc, donc il sait exactement combien il y en a, mais ouais. Ouais, c'est qu'en fait, ouais, c'est un peu comme le hand il y a 30-40 ans. Ouais. C'est qui faisait, si je me trompe pas, partie de la fédération d'athlétisme ou un truc dans le genre, non? C'est possible, à l'époque, il y avait des trucs un peu. Ouais. Bah, du coup, nous, c'est un peu ça. C'est la fédération française de natation. Donc, on n'a pas notre propre fédération. Donc, c'est une fédération globale qui regroupe plusieurs sports. T'as le plongeon, la natation, l'eau libre. Tu l'as déjà Tu dit? te répètes? Ouais. Ah, mais comme tout le monde, je pense. Ouais, voilà. C'est Le plongeon, je l'avais pas entendu, faut pas l'oublier. Mais ouais, du coup, ça regroupe plusieurs sports. Je pense que ces dernières années, il y a vraiment eu un développement pour le water polo. Ils ont remis en place notamment la Coupe de France. Ça, je pense que ça a vraiment été porteur parce que c'est des matchs qui sont diffusés. Ça ramenait pas mal de public. Chaque année, c'est dans une ville différente. Et aussi, je pense que ce qui a vraiment médiatisé notre sport, c'est qu'il y a un photographe qui suit les différentes équipes, qui fait des photos extraordinaires. Il a reçu des prix sportifs pour ça. Et pour ma part, je pense que ça a été vraiment un élan parce que chacun est content d'avoir des belles photos à poster. Et des fois, ça intrigue de voir en fait une photo d'un sport et ça permet de le rendre aussi plus professionnel. Euh, Après, on n'est pas encore au niveau de certains sports, mais je pense qu'il y a une volonté en tout cas de professionnaliser encore plus cette discipline. Et forcément, le fait de professionnaliser, ça entraîne qu'il y a plus de visibilité, plus de médiatisation. Non, en vrai, quand même un peu plus. On va dire, je vais parler du championnat garçon. On va dire qu'en élite, je pense que la moitié de chaque équipe font que ça, sont professionnels. Donc c'est, en fait, dans le championnat élite masculin, pour le moment, il y a une limite de 5 étrangers par équipe qui est atteinte ou non par les clubs en fonction de leur budget, leur envie de recrutement, etc. Mais on va dire que généralement, ces étrangers-là, c'est leur métier, donc ils font que ça. Il y a quelques Français à côté qui complètent, qui sont aussi sous contrat et qui vont vivre de ça. Et après, il y a une partie où c'est des jeunes qui vont être soit étudiants ou encore à l'école, donc qui ne sont pas sous contrat et qui sont peut-être encore chez leurs parents, qui n'ont pas besoin de dépenses particulières. Et après, ça dépend aussi du club, de son budget. Donc à Marseille, bah, ils sont tous professionnels. Donc ils font tous, enfin, c'est tous leur métier. Après, il y en a qui font des études bien sûr à côté, mais on va dire qu'ils n'ont pas un job à côté. Et nous, Bordeaux, qui sommes le plus petit budget de l'élite, c'est un peu différent. On a des activités à côté où pas mal de joueurs sont étudiants ou travaillent. Enfin, comme moi, j'ai un mi-temps à côté, mais c'est plus. Enfin, moi, c'est un peu un contre-exemple parce que je pourrais vivre que du water polo, mais c'est plus une envie, un besoin personnel de aussi compléter mon activité. Et après, enfin, si vous voulez parler de votre cas particulier. Bah, chez les filles, pas de grande surprise. Je pense qu'il y a une différence qui se fait entre le sport féminin et le sport masculin. Elle est évidemment au niveau des salaires, pour rien vous cacher. Mais après, il y a ce qu'on entend par vivre. Encore une fois, ça dépend.
J'ai eu la chance de jouer à Mulhouse. À Mulhouse, on a eu un projet extrêmement porteur, extrêmement valorisant pour les filles, où on a eu, pour une fois, des conditions décentes pour le sport féminin. Ça a été hyper chouette. C'était un cas assez unique en France. Malheureusement, ça n'a pas duré. Mais quand on a à cœur de porter un projet féminin, je pense que c'est possible, dans certains cas, d'avoir de bonnes conditions. Là, si on parle que des conditions salariales pour les femmes. À Saint-Bruno, c'est différent. Il y a aussi des statuts différents. Après, moi, c'est aussi ce que je porte auprès des jeunes, c'est l'importance du double projet. Chez les garçons, même si je ne le recommanderais pas, on peut s'en sortir sans avoir un double projet. Chez les filles, c'est absolument impossible. Donc, c'est important d'avoir ce bagage à côté. Et en fait, même quand la carrière décolle, on a encore besoin d'avoir ce bagage à côté, que ce soit des études, un diplôme ou un travail. Donc c'est une grande différence, mais on a un petit revenu qui permet, j'espère en tout cas, de lancer peut-être quelque chose de plus gros, mais c'est un début, d'avoir des primes de match. Après, ça passe par des contrats, donc les contrats, ils sont plus petits, ils sont pas proportionnels à ce que les garçons ont, mais on va dire que c'est un début et on prend ce qu'il y a à prendre pour l'instant. Je vais un tout petit peu compléter ce qui a été dit parce que c'était très bien. Non, déjà, faut bien prendre en compte que déjà dans la première division masculine, il y a des mondes d'écart entre ce qui se passe en haut, à Marseille, comme il a dit Julien tout à l'heure. Marseille, l'année dernière, restait dans le top 4 européen, donc ça a joué la Final Four de la Champions League, avec des joueurs qui sont totalement professionnels, même s'il y en a qui font des études à côté, c'est des joueurs, on va donner des chiffres, même si je les ai pas, je suis pas dans les petits papiers. Tu as des joueurs à Marseille qui vont gagner 5 000, 6 000 euros par mois, quoi. C'est pas plus l'appartement. Et il y a des joueurs dans le monde qui sont à 100 000 euros par an, même peut-être un peu plus. Donc il y a du vrai professionnalisme qui n'est pas tout à fait périn sur le long terme. C'est-à-dire qu'il va y avoir 4-5 clubs en Europe, parce que ça se joue qu'en Europe, ou qui vont avoir un effectif très professionnel. Et en fait, les clubs, ils vont fermer au bout d'un moment parce que les financiers se barrent. Et en fait, il y a un autre club qui va pousser à côté. On va avoir plus ou moins les mêmes équipes qui vont se recréer avec les mêmes joueurs. C'est un écosystème qui fonctionne à une centaine de joueurs, on va dire, dans le monde. Mais il y a des clubs comme Marseille. Et après, il y a nous qui jouons dans la même division que Marseille, qui a un fonctionnement. Parfois, je me tanne à dire semi-professionnel, mais c'est histoire de dire qu'on gagne la moitié d'un salaire. En fait, c'est un fonctionnement amateur. En fait, on ne vit pas du water-polo. Il n'y a personne, ni chez les garçons, ni chez les filles, qui vivent du water-polo à Saint-Bruno. Donc, il y a vraiment un écart de vie complet entre ce qui se passe à très haut niveau au water-polo. En fait, c'est comme si on comparait, on va dire, au foot, c'est comme si on comparait le PSG au Chamois Niortais. En fait, c'est comme s'ils jouaient dans la même division, ces deux clubs. C'est très schématisé, mais c'est deux trucs qui. Enfin, même, on est à Bordeaux, je pourrais parler des Girondins de Bordeaux. Ça me fait du mal, mais. Ouais, ouais, voilà. Et voilà. Et après, il y a aussi la dimension. En fait, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur les jeunes, comment on fait pour les garder. Et en fait, il y a la barre des 18 ans dans le water polo, notamment chez les filles. C'est ce que je disais, Ouais. c'est le double projet. C'est à un moment dans sa vie, on fait des choix et En fait, c'est compliqué. Je pense que c'est dur, c'est profondément dur de porter ce double projet. Il faut s'accrocher. On va nous dire que c'est pas possible, qu'il faut choisir. Et double micro. non, mais ce qu'elles en vivront, peut-être, ça dépend ce qu'on entend par vivre. Elles auront un appartement et un salaire qui leur permet de vivre, mais après c'est pas une situation qui est financièrement confortable. Et puis c'est incertain. Il y a des clubs pour lesquels c'est pas officiel, donc un mois ils peuvent vous payer, un mois ils peuvent pas vous payer. Un mois vous êtes blessé, et ben vous êtes pas en arrêt maladie parce que vous n'avez pas de contrat. Je pense que c'est une situation qui est extrêmement précaire. Donc on peut en vivre, mais à vos risques et périls, quoi. Et après, chez les filles, hein, il y a plein de pays. Là, par exemple, on a une équipe de Singapour qui est venue faire des entraînements avec nous pendant 2 semaines, des jeunes de l'équipe nationale de Singapour, où la Fédé nationale de Singapour les pousse leur donne ils ont des moyens. frais pour aller à l'international. En Asie, ça se fait beaucoup. Il y a des Japonais. La fédération leur dit, vous allez à l'étranger et on va vous mettre un salaire. En fait, même si vous n'avez pas de salaire, nous, on va vous donner un salaire pour que vous progressiez. Ça peut être des contrats avec la fédération aussi. Souvent, ça se passe un peu comme ça chez les filles, notamment les américaines, des trucs comme ça. Mais c'est sûr que chez les filles,
Je suis pas un expert des contrats, je laisserai Lou en parler. C'est quoi, il faut Mais... que je donne des chiffres. Non, j'en sais rien, mais il n'y a, Non, pas mais- beaucoup- mais- y a pas beaucoup de filles qui vivent. de Ça dépend des complètement. équipes. Ça dépend trop. C'est Par exemple, à Lille, les équipes européennes. Enfin, justement, quand je sais plus si c'était toi ou Nestor qui disait le top européen masculin Oui, où il y a- c'est vraiment très très professionnel. attention, ouais, moi je parle du sport féminin français. Oui, À l'échelle européenne, il y a des très beaux salaires, il y a des très grandes joueuses qui, il y a des très grandes joueuses qui gagnent leur vie. Il y a des joueuses qui sont professionnelles. En Hongrie, vous dites que vous êtes joueuse de water-polo, c'est magnifique et tout le monde est fan. C'est pas le cas en France. Ça c'est dépend de très la culture localisé. du pays. En revanche, c'est ce que je disais, dans certains clubs, on a des très bonnes conditions. À Lille, par exemple, ils ont leur propre fonctionnement. Donc, eux, ils fonctionnent avec beaucoup d'étrangères. Forcément, les étrangères, elles ne travaillent pas en France. Donc, elles sont rémunérées pour le water-polo. Et il y a des choses qui sont mises en place pour elles. Par exemple, ça va être plutôt peut-être des avantages en nature. Elles vont avoir, par exemple, les courses qui sont payées ou quelqu'un qui leur fait à manger. C'est des exemples, mais ça montre que on peut en vivre. Après, pour autant, quand on est payé 100% en avantage en nature, en appartement et en nourriture, c'est compliqué. Mais c'est pas négligeable, c'est sûr. mais ouais. Oui, c'est pour ça que je dis pas de surprise. À notre échelle, ça représente aussi ce qui se passe. C'est sûr que quand c'est des salaires qui sont déjà assez hauts, qu'il y ait une différence entre les hommes et les garçons, c'est alarmant, je vous en cache pas. Mais c'est moins grave. Quand les différences, elles sont avec des salaires qui sont déjà de base très bas, c'est plus problématique. Mais c'est vrai que c'est un gros sujet. Mais c'est vrai qu'en France, il y a quand même un plafond de verre parce que là, on parlait quand même. Enfin, juste pour un peu donner l'ordre d'idée, aujourd'hui en élite, donc en première division, chez les garçons, il y a 9 équipes. L'année prochaine, il y aura peut-être 10, 11, on ne sait pas encore. Chez les filles, cette année, il y en a 7, il y en aura sûrement 8 l'année prochaine. Mais pour dire que, donc, ce que je voulais en venir au début, c'est que, en fait, en première division, tu peux toucher de l'argent, que ce soit des primes de match, un salaire, un contrat, etc. Pour un nombre limité de joueurs, donc ça dépend des clubs, entre 5, 6, 7, 10 ou 14 pour Marseille, ou plus. Et après, dès qu'on descend en division, typiquement en deuxième division, je parle toujours pour les hommes parce que je connais mieux ce sujet-là, mais il y a une limite de 2 étrangers. Donc souvent, ils font le choix de donner 2 contrats aux étrangers parce qu'ils viennent pour ça, donc pour augmenter le niveau de l'équipe. Et à côté, il y a peut-être 2, 3 joueurs qui vont prendre des primes de match ou un contrat par rapport au club. Mais ça se passe comme ça, je pense, en deuxième division, en troisième division. Donc dès qu'on descend déjà en deuxième division, du club où je viens, je sais qu'il y a personne qui fait ça de sa vie. C'est plus une activité en plus de retrouver, mais tout en étant sérieux à l'entraînement, avec un nombre plus ou moins important d'entraînements. Mais en tout cas, ils ont une activité professionnelle à côté. C'est pour montrer que ouais, c'est quand même d'en vivre, c'est possible, mais c'est très localisé. Et après, c'est pour ça qu'il y a le plafond de verre à 18 ans. C'est quand on passe le bac, souvent, je pense que c'est la mentalité française aussi. On dit souvent, faut choisir entre les études et le sport, parce que c'est quand même des concessions d'allier les deux. C'est possible. Enfin, il y a plusieurs exemples qui montrent que c'est largement possible si on s'en donne les moyens, mais c'est aussi à quel prix. Mais ce qui montre, c'est qu'il ne faut pas faire un choix unilatéral et juste se dire à 18 ans, ok, je vais juste faire ce sport à fond. Et je sais pas moi, admettons à 20 ans, on va se blesser, avoir une maladie, on n'a plus envie. Et après, on est en mode, qu'est-ce que je vais faire? Oui, c'est Ouais, ça. bien sûr. Moi, Enfin, moi, j'encourage porte à 100%, et je pense qu'on est aussi des oui. bons ambassadeurs parce qu'on l'a fait et parce qu'aussi on a vu des gens avant de nous le faire nous montrer que c'était possible. Et même au niveau de la vie, ça aide beaucoup de faire ses études en même temps du sport. Le sport aide aux études pour moi par rapport à la rigueur, parce que c'est pas anodin de s'entraîner tous les jours, d'aller à la piscine, de toujours être, de se remotiver quand il y a des coups durs, etc. Et je pense que c'est un peu un parallèle par rapport au monde du travail ou le monde universitaire, où pour quand même réussir, il faut avoir une certaine rigueur et motivation. Et je pense que le fait d'être rigoureux dans son sport aide aussi à être rigoureux de manière dans le monde professionnel.